Bienvenue dans Focus Sportpreneur, là où l'entrepreneuriat rencontre l'énergie du sport. Je suis Vanina, passionnée de basket et experte en gestion événementielle. Ici, on parle de résilience, de discipline et de leadership, mais surtout de parcours inspirants et de stratégies concrètes pour structurer et développer ton activité. Parce qu'en business comme sur le terrain, c'est la vision et l'entraînement qui font la différence. Prête, prêt à entrer dans le game ? C'est parti. C'est le dernier épisode de cette série avec Clarence. Et on clôture cette belle aventure avec un échange toujours aussi inspirant. Un dernier épisode à ne pas manquer. Installez-vous bien, c'est parti. Donc du coup, ton parcours, tes études en Australie, ton aventure entrepreneuriale autour de la musique en Australie que tu as ramené ici en France. Ta transition musique-sport qui était un peu liée, toujours en étant parallèlement en tant que chef d'avion, si je ne me trompe pas. Chef avion, c'était... Attends. Non. J'étais en Espagne. Ah, Moi, j'ai fait les deux. J'ai fait beaucoup d'allers-retours. Dans cette période, donc c'est en 2006, après avoir été chef avion. Donc quand j'ai commencé en tant que chef avion, parce que j'ai fallait se former et tout, j'ai commencé chez Air France. Trop cool. J'adorais. J'étais franchement en kiff total. Et au bout de 6 mois, je crois, je reçois une lettre de Dupont en Espagne qui me disent ah, monsieur, on est content, on a un poste qui est disponible. Ceux qui m'avaient dit, tu te rappelles tu es dans leur pipe. Dans leur pipeline. Mais je suis dans leur pipeline, du coup. Et ils ont tenu parole. Donc, tu vois, ils m'ont dit, en gros, j'ai 2 semaines, j'ai 10 jours pour accepter. Ok. Donc, l'offre, c'était, je devais aller en Espagne. Donc, tu es revenu dans le RH. Ah, je suis reparti parce que j'allais me lancer dans l'aérien. C'est cool, hein. Mais à la base, j'ai pas fait tout ça d'études, de sacrifices, tout pour finir. Alors, c'est pas un jugement de valeur, hein. J'adorais, tu vois. Ouais. Mais putain, j'aurais pas fait tout ça si j'aurais pu faire une formation chef avion bien avant, tu vois. Putain. Donc du coup, bien sûr, j'ai accepté. Et 10 jours après, alors j'ai remercié Air France. Je suis tellement content, merci. Mais ils ont compris. Et j'ai taillé. 10 jours après, j'avais mon lit dans un conteneur, des trucs. J'étais là-bas et c'était parti. Ok. Et donc tu es resté combien de temps en Espagne? Donc, en tant que salarié, tu as mis de côté tout ce qui était entrepreneuriat? Non, j'ai continué dans la musique. J'étais pas encore dans le sport, hein. Excuse-moi. En fait, on revient en arrière. Ouais, j'étais pas encore dans le sport, j'étais que dans la musique. Ok. Et donc, je suis allé en Espagne. Je suis resté 2 ans. Ouais. C'était cool. Et, mais en parallèle, j'étais toujours dans la musique. J'avais les artistes avec qui je travaillais, Boula Wayne, DJ Lust, tout ça. Et donc, pas mal de choses que... Tu sais, au final, tu n'es pas tout le temps sur le terrain. Hein. Tu es beaucoup à distance quand tu es avec les artistes. Mais il y a des choses que tu fais en visu aussi. Et là, on a passé beaucoup de temps aux États-Unis. Ok. Là, et l'année d'avant, donc sur les 3-4 dernières années, on était tout le temps aux States. Avec Boula, on plaçait des prods, on parlait à des Lil Jon, à des David Banner, on était vraiment dans le game avec des gars lourds, en fait, tu vois. Et aux States, on a fait des mixtapes avec Luz, des mecs qui étaient signés chez Bad Boy Records. Didi, petit clin d'œil. Donc, on a pu côtoyer tout cet univers-là, les mecs de Bad Boy Records. On faisait des mixed albums, ça s'appelait à l'époque. C'était des mixtapes. Ouais. Mixed albums, voilà, c'était des street tapes, mais qui nous autorisaient officiellement à sortir en France. En parallèle des labels, etc. Tu vois. D'accord. Et c'était lourd, on a fait ça avec Red Café, on a fait ça avec d'autres artistes. On a pu rencontrer pas mal de gens, on était beaucoup aux States. D'abord New York, pas mal, et puis après beaucoup sur le Dirty South. On a surfé la vague, 2006, 2000, ces années-là. 4, 5, 6, 7, 8, c'était Dirty South, Atlanta, Memphis, tout ça. Ah ouais. Ça, c'était à peu près... Donc, j'essaye de situer dans le temps. Hein. Ouais. Donc, tu as commencé à travailler en Espagne, dans 2006. Le RH. Parallèlement, tu as toujours la musique avec des allers-retours, du coup, aux États-Unis et Espagne, je suppose. Ouais. À un moment, ton histoire change. Parce que du coup, à quel moment t'arrêtes parce que tu fais autre chose aujourd'hui? C'est quand j'ai fait une transition vers le consulting. D'accord. Donc là, je suis passé d'employé dans un centre européen, expatrié, et ensuite, je suis passé, j'ai réussi à... C'est trop long à expliquer, mais il y a eu le service RH qui a été externalisé vers une autre boîte qui, eux, faisait du conseil, j'ai identifié des gens, j'ai essayé de gratter, je voulais revenir à Paris. Ouais. Et j'ai réussi à
être home-based. Donc, à l'époque, c'était... Maintenant, c'est démocratisé, mais à l'époque, être en télétravail, c'était pas aussi... Non, ils m'ont fait « Tiens ton ordinateur ». Mon boss était aux States et je suis devenu... j'étais consultant sur un projet. Ouais. En fait, ce que je faisais avec ce client, c'était... mon employeur est devenu mon client. D'accord. Parce qu'ils ont externalisé leur RH. Donc, ce que je faisais pour mon employeur, c'est devenu mon client. Ouais. Et entre-temps, je suis passé de Dupont à Johnson & Johnson. J'ai changé de client. D'accord. Et là, j'étais vraiment purement consultant. J'étais un nouveau client, je ne connaissais plus. Et là, j'étais sur un projet avec mon boss qui était aux States, etc. Ok. Donc là, je pouvais bosser d'où je voulais. Donc, donc, ce qui t'a permis, justement, c'est ce que j'allais dire, ça t'a permis justement de continuer avec la musique parallèlement parce que tu pouvais bouger comme tu voulais. Exact. Ok, ça c'est cool ça. J'ai pu continuer. Et c'est important à dire parce que tu vois, je pense que je ne serai pas le premier à le dire ni le dernier. Dans les phases de transition avec l'entrepreneuriat, c'est important. Il y a deux choses, je pense. Il y a deux choses, je dirais, en France, desquelles on peut vraiment être très fier. Et c'est une chance, c'est une bénédiction qu'on ait ça. Alors, c'est pas forcément censé être utilisé comme ça, mais la première chose, c'est le fait qu'on ait, à l'époque, une auto-entreprise, maintenant micro-entreprise. C'est un statut qui est disponible et qui est très facile. En 20 minutes, je le crée encore pour un petit gars qui bosse avec nous. Il fait « Ah, mais je sais pas. » Je fais « Attends. » Et gratuitement. Mets ton phone sur son phone, gratos. Ouais. Gratos. C'est pas donné, hein. En Belgique, c'est tout de suite des 2000 hein, pour monter ta boîte. C'est pas gratuit, hein. Ouais. Donc, on a cette chance d'avoir un statut. Et c'était Sarko, je crois, à l'époque, Sarkozy qui avait créé ça, il me semble. Hein, le statut d'auto-entrepreneur. Mais bref, c'est une chance d'avoir ça. L'autre chose, c'est que quand tu as été dans le corporate, dans le salariat pendant X années, tu as la chance de ressortir et d'avoir des aides qui te permettent de te reformer, de te remettre dans des trucs. Donc, c'est une transition en France qui nous aide à transitionner vers l'entrepreneuriat. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup utilisé ça parce que c'est ce qui t'aide à survivre. Parce que quand tu es entrepreneur, tu n'as pas d'entrée. Ouais. Bah, je te prends mon exemple où quand j'ai voulu me lancer, je ne savais pas dans quoi j'allais me lancer et j'ai eu l'occasion d'avoir une aide par le biais d'une couveuse. Donc, j'ai testé mon activité par le biais d'une couveuse entreprise. D'accord. Donc, je t'ai immatriculé. Enfin, c'est une immatriculation qui n'est pas à ton nom, mais tu testes. Si ça ne marche pas, bah, tu peux la fermer. Tu repars en fait peut-être dans le salariat. Si ça fonctionne, tu ouvres une société ou autre. Et donc, c'est ce que j'ai fait moi. Et en plus, j'ai pu bénéficier en fait à ce moment-là. Je crois que c'est de l'ACRE. En fait, de l'aide, justement. Donc, j'avais Pôle emploi en même temps. Et ça me permettait de tester mon activité. Et il y a plein d'aides, en fait. Il faut vraiment creuser, mais il y a plein d'aides qui existent, plein d'accompagnements qui sont gratuits. Je précise gratuits, parce qu'il y en a qui font payer. Mais il y en a qui sont gratuits. Il faut juste aller chercher. Et même dans les salons ou autres, maintenant, j'ai été au Big il n'y a pas longtemps. Il y a des parcours entrepreneuriaux, comment créer ton entreprise, etc. Il y a plein de choses. Donc, on revient sur le fait qu'à l'époque, il n'y avait peut-être pas autant d'infos. Là, l'info, elle est là. Si on n'arrive pas à aller chercher cette information-là, c'est vrai que c'est compliqué après pour la suite. C'est clair. Et non, c'est vrai, c'est une chance. Il y a beaucoup d'aides. Mais c'est un parcours aussi. C'est un parcours. Les aides, c'est un bon parcours. Mais ça te permet de mettre la tête dedans. Réellement, en fait, tu te mets dans le truc. Tu te mets vraiment dans le truc. Tu as les prêts d'honneur aussi pour les financements, etc. Mais il faut savoir vendre ton projet. C'est toujours la même chose. Exactement. Préparer ton dossier. Si tu viens non préparé, on va pas te donner des prêts comme ça et c'est normal. Tout à fait. Non, c'est vrai. C'est vrai. Prêt d'honneur, ça aide. Il y a la BPI qui a pas mal de choses, etc. Ça, j'ai été confronté après. Ouais, tu as été confronté après. Et alors, je pense que j'ai loupé une chose, mais du coup, qu'est-ce que tu... Parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu fais? Combien de temps, d'ailleurs voyons voir. Pas longtemps. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je me suis embarqué dans une aventure entrepreneuriale avec un basketteur, un ami avec qui j'ai grandi, qui est un ancien basketteur pro et qui a décidé de se reconvertir en tant que pâtissier. Comme quoi, il n'y a pas de modèle. Tout est possible. Eladj, ouais. Eladj Diop. Et juste avant de lancer sa boutique, en fait, il a failli tomber dans le coma, il a été hospitalisé. Et là, on lui a malheureusement diagnostiqué un diabète de type 2. Du coup, tout ce qu'il venait d'apprendre en pâtisserie,
ça ne s'applique plus. C'est-à-dire qu'il se retrouve sujet au diabète et il ne peut plus manipuler les sucres comme il le faisait. Donc, c'était un peu un choc, mais il a réussi, en fait, ça lui a donné, en fait, il a changé son problème en solution. Il a réussi à tourner ça et à développer toute une gamme de pâtisseries traditionnelles françaises sans sucre ajouté, adaptées à sa condition diabétique. Donc, c'est comme ça qu'il a développé des pâtisseries qui se sont améliorées au fur et à mesure du temps, etc. Sa boutique, il a ouverte au final, avec justement notamment l'aide d'un prêt d'honneur, etc. Donc, il s'est bien battu. Si tu le reçois un jour, il pourra t'expliquer son parcours, mais il a eu un petit parcours du combattant au début. Ouais. Et moi, c'était plus... il s'est dit, Clarence, avec tout ce que tu as fait à l'international, tes projets, moi, j'ai toujours voulu jouer à NBA, le rêve américain, tu vois, si on peut finir à Miami, mon gars, tu crois qu'il y a peut-être moyen de... J'ai fait... Tu sais, là, je me suis lancé dans tellement de projets, ça me fatigue. Tu sais, moi, je perds un an quand j'aide quelqu'un ou je me lance, je perds 1 an, 2 ans de ma vie comme ça, et je renchaîne sur quelque chose, tu vois. Mais les 2 jours qui suivaient, j'ai commencé à faire des études de marché et tout. Je me suis aperçu que le concept, il n'existait tout simplement pas aux États-Unis. Donc, j'ai fait, let's go. Une semaine après, je crois, j'étais à Oman avec une ébauche de business plan. J'ai créé une équipe, j'ai monté une start-up, en fait. Et j'ai décidé j'ai dit, bon, et là, on va booster le truc. Et on crée une start-up avec une équipe. On lève des fonds et justement, pour essayer de lancer le concept, en fait, aux États-Unis. D'accord. Le destin du gourmand, je crois. Le destin du gourmand, ouais. Et donc, pourquoi aux États-Unis? Pourquoi pas ici? Alors, ici, il y a déjà une boutique, au Mans. OK. Donc ça, c'est la première boutique qu'il a ouverte. D'accord. Et pour laquelle il s'est bien battu et qui s'est développé vraiment pas mal depuis 2019. Bon, il y a eu l'épisode Covid, mais le business a résisté. Donc, ça veut bien dire que c'est solide. Et pourquoi? Parce que alors les États-Unis, au-delà du lifestyle, c'est juste que il y a plusieurs choses. Au niveau du business pur, l'État qu'on a choisi donc, au moment du Covid, donc c'était la Floride qui était restée ouverte. Il y a de gros avantages au niveau des taxes. D'accord. Ouais, il n'y a pas d'income tax dans l'État. Okay. Et on est sur un produit qui est français et qui est meilleur pour la santé. Donc, c'est un double premium qui fait qu'on a un pricing qui sera aussi plus élevé. Okay. Donc, si tu veux, pour te faire une idée globale, une boutique ici qui ferait un chiffre d'affaires annuel à 6 chiffres, il ferait un chiffre... La même boutique, etc., à peu de choses égales, ferait 7 chiffres. Quand même. Ouais. Donc, c'est autre chose, en fait. Ouais. T'es dans un autre game. Donc, on a dit plutôt aller là-bas. Et là, c'est là où on s'est confronté à Startup, déjà. C'est un écosystème qui est totalement différent. Donc là, j'ai pu apprendre la thématique, l'écosystème de la startup. Tu l'as montée ici en France ou aux États-Unis, la startup? Première structure en France. Structure, ok. Ouais. Tu as créé une autre structure, en fait. Après, on a créé une autre structure aux États-Unis pour accueillir les fonds. D'accord. Pour le business qu'on lance là-bas. Donc là, et qui allait devenir une holding. Ok. De tout le reste. Ok. Donc, du coup, comment tu l'as accompagné, toi? Enfin, comment ça se passe? Tu as été justement chercher des partenariats, développer la stratégie de com, etc. Ce que tu faisais en fait avec les artistes et les sportifs? Alors non, on n'a pas encore. Alors si, j'avais des idées, plein d'idées par rapport à El Hadj. Lui, c'est un personnage en fait. Ouais. Donc son histoire est unique. Donc les médias s'y intéressaient déjà. C'est même pas moi qui ai fait ça. Il s'est intéressé avant que j'arrive. Donc si tu veux, il avait déjà le journal de 13h sur France 2, sur France 3, le magazine de la santé, sur je sais pas quoi. Il était invité déjà sur les plateaux, etc. Donc il y a eu une bonne attention médiatique parce que son histoire, elle est unique. Vraiment unique. Et après, on a décidé de mettre une pause. On a dit, ça sert à rien de continuer parce que la boutique, elle est au Mans. Au Mans, ça avance bien, machin, tout ça. On n'a jamais fait de démarche de relations publiques proactivement. Tu vois, quand on passera des caps, on va y revenir, c'est sûr. Mais pour l'instant, ça ne servait pas forcément à grand-chose. Mais oui, j'ai géré 2-3 petits partenariats avec Adidas, par exemple, localement. Là, c'est dans mes cordes, tu vois. Checker Adidas, parler de collaboration. Oui, on a fait pour la Saint-Valentin des trucs, pastries and sneakers, avec Adidas qui faisait gagner des sneakers. Donc oui, ce genre de petits trucs, c'est oui. Mais là, on est dans un autre monde. C'est start-up, levée de fonds. Ouais. Donc, levée de fonds.
Et c'est là, tout à l'heure, j'ai dit, bon, je n'allais pas empiéter sur cette partie-là, mais quand tu me demandais ce qui est le plus difficile, de tout ce que j'ai fait là, maintenant, avec le recul, j'ai l'impression que la levée de fonds, ça arrive un peu en haut du truc. Je pense que ça fera un sujet à part parce que recherche de financement, crowdfunding, levée de fonds, c'est un vrai sujet pour certains pour développer des entreprises. Hélas, on arrive à la fin en fait, de notre entreprise. Franchement, c'était super intéressant. Il y avait plein de choses que j'ai découvertes parce que du coup... on ne se connaissait pas comme ça. On ne se connaissait pas comme ça. Je te remercie. Est-ce que tu as un dernier message pour soit ceux qui sont déjà entrepreneurs et qui veulent passer peut-être un autre step ou ceux qui veulent se lancer? Oui, bien sûr. Mais ce que je dis souvent, ceux qui sont jeunes ou moins, mais il y a plusieurs choses. La première chose, il faut se lancer en fait. Quoi qu'il arrive, tout le monde est entrepreneur dans l'âme, dans son canapé en fait. Mais il faut se lancer. C'est en se lançant qu'on va pouvoir se découvrir des aptitudes, des passions, des choses. Mais il faut se lancer pour pouvoir comprendre. Et c'est toute cette série d'échecs, d'apprentissage qui font le voyage de l'entrepreneur. C'est la première chose, se lancer. Ne pas hésiter, pareil, à l'international. Il ne faut pas hésiter. Il faut y aller, en fait. Les gens parlent, j'aimerais bien, tu te plains de la France, pars. Il n'y a rien qui t'empêche, pars. Donc ça, c'est la deuxième chose. Il faut faire. Et ce que j'allais dire, c'est par rapport à la résilience, en fait. C'est-à-dire que ça ne sert à rien. En fait, il ne faut jamais lâcher l'affaire. Tu ne peux pas lâcher l'affaire. Ça ne veut rien dire. Si tu es sûr de ton projet. Par contre, il faut savoir arrêter. Il faut savoir arrêter quand ça ne marche pas. Mais quand tu es sûr de ton produit, de ton business, etc., il faut... alors, je ne sais pas si c'est la mentalité qu'on a avec Eladj. Lui, je pense que ça vient aussi de sa religion. Il est musulman. Ils ont l'histoire de Mektoub, de destin, etc. Nous, notre façon d'avancer, c'est mon conseil final pour tous les autres, c'est si quelque chose ne se passe pas comme tu veux, c'est que ça doit être comme ça. C'est ton destin. Nous, c'est comme ça qu'on le prend. Ouais. C'est ton destin. Ouais. Ça ne devait pas être. Et quand tu t'aperçois que ça ne s'est pas fait, mais en fait, ça t'a amené à un autre truc. Ouais. Et c'est hors de ton contrôle, donc avance, continue à avancer. C'est hors de ton contrôle, parce que tu ne peux pas... Il ne faut pas se concentrer sur les choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc, se concentrer sur ce qu'on peut contrôler, ça marche. Si ça ne marche pas, tu as fait ce qu'il fallait. Mais voilà, c'est ça un petit peu mon... Ok. Merci. On va finir sur ça. Merci beaucoup à toi, Fanny. Et puis, je pense qu'on se reverra sur un autre épisode. Avec grand plaisir. C'est ainsi que se termine cette série avec Clarence. J'espère que ces échanges vous auront inspiré et donné des clés pour avancer dans vos propres projets. Merci d'avoir suivi cette aventure et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles histoires sur Focus Preneur.